Alors, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à la dernière section, celle numéro 4, et notamment le cours numéro 7. Donc allons-y. Alors, le cours d'aujourd'hui porte sur le déficit du marché et l'intervention de l'État. Donc, allons-y, nous allons le découvrir ensemble. On va commencer par le déficit public. Donc, le déficit public correspond à un solde annuel négatif du budget des administrations publiques. Les dépenses sont alors supérieures aux ressources. À l'inverse, si les ressources étaient supérieures aux dépenses, on parlerait d'excédent public. Le budget d'État correspond à l'ensemble de ses ressources et de ses dépenses. Donc, on a ressources et en parallèle, on a dépenses. Donc, l'essentiel des ressources provient des impôts et des taxes payées par les citoyens et les entreprises. Et parfois, il provient aussi des hydrocarbures, d'accord? Donc les dépenses correspondent à l'argent que l'État utilise pour financer l'action publique. Par exemple, la sûreté, la justice, la recherche, l'éducation, etc. Depuis plus de 40 ans, les dépenses de l'État sont supérieures à ses recettes. Ainsi, le budget fait apparaître un déficit. Donc, ce qu'on appelle le déficit. Lorsque les recettes sont inférieures aux dépenses, donc on a quoi? On a le déficit budgétaire. Donc, l'accumulation de ces déficits au cours des années constitue la dette publique ou bien ce qu'on appelle la dette de l'État. Donc, quelles sont les ressources et dépenses de l'État? Les ressources sont constituées par les impôts, les taxes et autres recettes non fiscales, notamment les revenus de patrimoine et le revenu de l'activité industrielle et commerciale de l'État. Par contre, les dépenses intègrent non seulement les dépenses courantes de fonctionnement, comme les salaires, les achats de fournitures et de services, et les opérations de redistribution, mais aussi les investissements et les dépenses en capital, ce qu'on appelle les investissements et les transferts en capital. Les dépenses de l'État comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention, exemple, aide économique, ainsi que d'investissement, exemple, construction des routes, ainsi que le remboursement des intérêts de la dette. Donc le budget de l'État propose une présentation des dépenses par destination. Donc on a des missions elles-mêmes déclinées en programmes, permettant aux citoyens de bien comprendre à quelle politique publique ou bien mission est affecté l'argent des impôts. Et par contre, les recettes de l'État sont l'ensemble des ressources à la disposition pour la mise en œuvre des politiques publiques.
Chaque année, elles sont synthétisées dans le budget de l'État. L'essentiel de ces ressources vient des recettes fiscales, du total des recettes, constituées d'impôts directs ou indirects prélevés à la fois sur les citoyens et les entreprises. Et on a aussi les hydrocarbures. D'accord? Ces autres recettes proviennent de recettes non fiscales telles que le produit des amendes ou des jeux. D'accord? Donc ça concerne les pays européens. Comme je l'ai déjà dit, concernant les pays arabes, ils ont des recettes des hydrocarbures. Donc, comment est adopté le budget de l'État? Donc, le budget de l'État, c'est un document établi par le gouvernement et voté par le Parlement, comme on l'a déjà dit, qui prévoit et définit les dépenses et les recettes que l'État a le droit d'engager et de percevoir pour l'année à venir. Donc, ce sont des prévisions. D'accord? C'est pour une année à venir. Donc, la question qui se pose, comment est adopté le budget de l'État? Tous les ans, les services du ministère de l'économie et des finances préparent un projet de loi de finances, l'autre nom du budget, qui est soumis à l'Assemblée nationale, puis au Sénat à l'automne. Donc ça concerne les pays européens, d'accord? Donc le Parlement peut alors proposer des modifications avant d'adopter une loi de finances initiale. D'accord? On a le budget primitif et le budget modificatif. Alors là, on parle du budget primitif. Donc on a la loi de finances initiale qui sera signée par le président de la République et publiée dans le journal officiel avant la fin de l'année. Donc cette loi peut être révisée au cours de l'exercice par une loi rectificative. Donc comme je l'ai déjà dit, on dit le budget modificatif ou bien une loi rectificative et aussi appelée collectif. Donc on a le budget prévisionnel, initial, révisé ou exécuté. Donc, lors de la présentation du budget de loi de finances, le budget est dit prévisionnel. Donc, ce sont des prévisions. D'accord? Ce ne sont pas des vrais chiffres. On fait juste des prévisions pour une année qui va venir. Donc, le budget adopté en fin d'année pour l'année suivante est appelé la loi de finances initiale. D'accord? Donc, on a le budget primitif. Au cours de l'année, le budget peut être modifié par une loi de finances rectificative pour rendre compte des changements de perspective pour l'année en cas d'événements imprévus ou pour modifier la politique budgétaire de l'État, sans attendre l'année suivante. Donc, on parle ici de quoi? De budget révisé ou bien de budget modificatif. Enfin, lorsque l'année est écoulée, le budget est qualifié d'exécuté, car les chiffres réels des dépenses et des recettes ont été rassemblés. Donc là, on a l'exécution budgétaire. D'accord? On fait quoi? On fait la perception des recettes et on fait aussi, on dépense quoi? Les dépenses du budget. Donc, on a aussi les recettes de l'État. Donc, quelles sont les recettes de l'État? Donc,
Les recettes de l'État proviennent de deux sources, les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Donc, les recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts, d'accord? Donc, les impôts, les taxes, etc. On a aussi la sécurité sociale. Les prélèvements de la sécurité sociale, ce sont des recettes fiscales. Et les recettes non fiscales, ce sont principalement les revenus du patrimoine de l'État, les revenus de l'activité industrielle et commerciale de l'État, la rémunération des services rendus, redevances audiovisuelles par exemple, et les emprunts contractés par l'État. D'accord? Donc les emprunts, c'est la dette publique. D'accord? Donc, je vais citer quelques formes de recettes fiscales. Donc, on a les impôts sur la consommation, les prélèvements sur les revenus et les impôts sur la propriété et le capital. Donc, on commence par les impôts sur la consommation, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, par exemple. Donc, c'est aux pays européens qu'on a ce genre d'impôt. On a les prélèvements sur les revenus. L'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle l'IRG. Donc, l'IRG, ou bien l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'IBS, et pour les revenus des personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle ou artisanale à leur compte. Donc, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'on appelle le BIC, le BIC. On a aussi les impôts sur la propriété et le capital. Donc, composés de la taxe foncière prélevée par les collectivités territoriales ou bien ce qu'on appelle les collectivités locales. Donc, des impôts sur les plus-values, par exemple immobilières et immobilières. On a aussi de l'impôt sur les fortunes immobilières et des droits de mutation, par exemple les donations, etc. Donc, ce sont les trois formes essentielles de recettes fiscales. Il faut savoir qu'il y a une différence entre déficit et dette. Donc, il ne faut pas confondre déficit et dette. Un déficit concerne une année alors qu'une dette est une accumulation de déficits sur plusieurs années. Donc, le déficit est un flux et la dette est un stock. Donc, c'est ça la différence entre le déficit et la dette. Donc, maintenant, on va aborder les dépenses de l'État. Donc, les dépenses de l'État sont classées en mission, surtout dans la loi de finances initiale. Donc, on parle de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF. Donc, la préparation ou bien la répartition en mission existe depuis la mise en place de la LOLF. Auparavant, les dépenses étaient classées par fonction. Dépenses de personnel, d'intervention, de fonctionnement, de dette, etc. Donc, on peut citer quelques missions ou bien quelques programmes dont le budget est réparti. Donc, on a l'éducation et la recherche, la défense et la sécurité, les politiques sociales, comme par exemple la sécurité sociale, le chômage, par exemple,
on a aussi l'assurance maladie, etc. Donc, on a aussi le développement durable. Donc, on a l'économie mauve, l'économie verte, l'économie bleue, l'ESS, ce qu'on appelle l'économie solidaire et sociale, etc. La justice. Donc, ce sont quelques exemples des missions comme prévu par le budget. Alors, maintenant, on va parler du déficit budgétaire. Donc, le déficit budgétaire est le solde négatif du budget de l'État. Il y a déficit lorsque les dépenses excèdent les recettes. Donc, alors là, lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, on peut dire qu'on a un déficit budgétaire. D'accord? Donc, dans le cas contraire, on parle d'un excédent. Donc, l'excédent, lorsque les dépenses publiques sont inférieures aux recettes publiques. Donc, un budget est en équilibre lorsque les recettes sont égales aux dépenses. D'accord? Donc, là, on a un équilibre budgétaire. Donc, il y a une petite remarque à ne pas confondre entre déficit et dette. Donc, un déficit ne concerne qu'une seule année, mais la dette est une accumulation de déficit sur plusieurs années. Et on a aussi une petite remarque à ne pas confondre entre déficit budgétaire et déficit public. Donc, le premier ne prend en compte que le budget de l'État, tandis que le second prend en compte le déficit des collectivités territoriales, de la sécurité sociale et de l'État. D'accord? Donc, on peut trouver tout cela dans les tableaux économiques d'ensemble concernant la comptabilité nationale. Alors, donc, pour l'évolution du déficit budgétaire, le déficit de l'État représente la majeure partie du déficit public. Donc, ça concerne le déficit budgétaire. Maintenant, on va aborder la composition des comptes publics ou bien de l'État. Donc, on a le déficit public qui comporte le déficit primaire et le déficit structurel. On a aussi la dette publique, le budget de l'État ainsi que les comptes de la sécurité sociale, sans oublier les comptes de collectivités locales. Alors, on commence par le déficit public, notamment le déficit primaire. Donc, un déficit primaire correspond à un solde négatif du budget des administrations publiques, non compris les intérêts versés sur la dette et les revenus d'actions financiers reçus. Dans le cas inverse, on parle d'excédent budgétaire primaire. Donc, le solde primaire constitue un indicateur important de la situation budgétaire d'un pays et des risques d'évolution non contrôlée de l'endettement public. Donc, le solde primaire dépend de l'évolution des recettes telles que les impôts et les prélèvements et des dépenses décidées par les pouvoirs publics. Donc, le montant des intérêts dépend
pour sa part des taux d'intérêt sur la dette passée et du montant de celle-ci. Alors, il y a un déficit budgétaire quand le volume des charges est supérieur à celui des ressources. Donc, on distingue le déficit budgétaire ex-ante, qui est le solde négatif d'une loi de finances, laquelle prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Donc, le déficit ex post, dont le montant est donné par la loi de règlement, laquelle entérine les résultats de l'exécution de la loi de finances. Donc l'État ne pouvant se trouver en état de cessation de paiement, le Trésor, pour financer le déficit budgétaire, doit emprunter. D'accord? Donc les emprunts, ce sont des dettes publiques. Donc le Trésor doit emprunter, soit auprès des particuliers, à travers quoi? À travers l'émission des bons du Trésor, sur formule d'emprunt à moyen ou à long terme. Donc concernant le Trésor, on a les bons du Trésor. Concernant les entreprises privées, on a quoi? On a les actions. Et concernant les entreprises étatiques, on a quoi? On a les obligations. D'accord? Donc on a actions, obligations et bons du Trésor. Soit auprès d'organismes financiers, notamment les banques. D'accord? Donc c'est la banque qui doit financer l'emprunt de l'État. Donc le déficit budgétaire, parfois dénommé impasse, a eu jadis et continue d'avoir, notamment en pays européens, très mauvaise réputation. Donc est-ce que c'est justifié? Oui, c'est à l'époque libérale où l'on pouvait demander aux collectivités publiques qui remplissaient essentiellement des tâches de pure administration. Donc sécurité intérieure et extérieure, justice, diplomatie, etc. Donc alors là, on parle de l'État gendarme. Comme je vous l'ai déjà dit, on a deux types d'intervention de l'État. On a l'État gendarme et l'État providence. D'accord? Donc l'État gendarme, elle s'occupe de la sûreté des individus de la société, et on a l'État providence, c'est elle qui s'occupe de la ou bien de l'équité sociale, d'accord, et de réaliser le bien-être des individus. Donc à cette époque-là, à l'époque libérale, il n'avait donc à effectuer que des dépenses courantes de fonctionnement, de se contenter de recettes également courantes, impôts, accessoirement revenus du domaine. Donc la réponse au cours de la seconde moitié de ce siècle-là a été plus nuancée. L'État est devenu un agent économique essentiel dans tous les pays. Outre ses fonctions traditionnelles, il assure d'importantes dépenses économiques et sociales. Aux dépenses publiques courantes et qualifiées d'improductives viennent donc s'ajouter des dépenses publiques productives. D'accord? Donc, la dépense publique doit être productive. D'accord? Donc, pour créer de la richesse. Comme a déjà dit le savant Adam Smith, ou bien le philosophe Adam Smith. Donc, c'est nécessaire à la croissance économique. À ce titre, l'État a pu se sentir en droit d'adjoindre à la ressource traditionnelle, qui est le produit des impôts, une nouvelle ressource. C'est l'emprunt, d'accord? Donc, selon Adam Smith,
c'est l'emprunt qui va résoudre le problème du déficit budgétaire. Donc, y recourir, éviter d'accroître exagérément la pression fiscale parce que trop d'impôts tue l'impôt. Cependant, il faut prendre en considération non seulement l'origine du déficit, mais également son mode de financement et conjoncture. Alors, s'il existe à un moment donné dans une économie une épargne en quête d'emploi, comme c'est souvent le cas en période de la récession, l'emprunt public peut offrir cet emploi et être économiquement bénéfique. Donc surtout quand son produit est utilisé à financer des investissements qui favorisent la reprise économique. Au contraire, en période d'expansion et à plus forte raison d'inflation, donc l'inflation, on a dit que les prix augmentent, d'accord? Donc, lorsqu'il y a une inflation économique, les besoins financiers des entreprises et des ménages sont élevés, d'accord? Donc, la demande est supérieure à quoi? Est supérieure à l'offre. Donc, un emprunt public risque de ne pas trouver suffisamment de fonds disponibles auprès du public et des banques ou autres organismes financiers. Donc, dans ce cas-là, le déficit sera couvert, au moins en partie, par une création de monnaie qui renforcera les tendances inflationnelles. D'accord? Donc, l'État doit créer de la monnaie. Donc, c'est ça quoi? C'est le déficit budgétaire. Donc, je vais vous donner un exemple sur l'utilisation du déficit primaire. Donc, le déficit primaire est la différence entre les dépenses courantes d'un État et sa perception de l'impôt. Donc, c'est-à-dire qu'il comprend des dépenses et des revenus publics sans compter les intérêts sur la dette publique. D'accord? Donc, les intérêts ne sont pas inclus. Alors, l'utilité du déficit primaire est qu'il permet de percevoir des paiements et de recouvrements sur lesquels le gouvernement a le contrôle. Donc, le gouvernement peut faire varier son niveau de dépenses et les impôts qu'il perçoit par le biais de sa politique fiscale. Donc, la politique fiscale, on va l'aborder dans les cours prochains, d'accord? Pour cette raison, le paiement des intérêts sur la dette n'est pas inclus dans le déficit primaire, car ils ne dépendent pas des actions du gouvernement sur la période, mais sont engagés antérieurement. Donc, lorsque les intérêts sont inclus dans le déficit, alors là, il faut savoir qu'on parle du déficit budgétaire. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Il faut faire la différence, ou bien il faut distinguer entre déficit primaire et endettement. Donc, le taux d'endettement, c'est-à-dire la dette publique exprimée en pourcentage du PIB, augmente lorsque la somme du déficit primaire et des intérêts versés augmente plus vite que la croissance du PIB. Tant que le taux d'intérêt moyen sur la dette est inférieur au taux de croissance du PIB, un déficit primaire reste compatible avec le maintien du niveau d'endettement public stable.
Mais si le taux d'intérêt est supérieur à la croissance, il faut un excédent primaire pour maintenir au même niveau le taux d'endettement public. Alors, le déficit public se produit lorsque les dépenses des administrations publiques ou bien de l'État en général, par exemple, l'État central, les collectivités territoriales et la sécurité sociale, sont supérieures à ces recettes. D'accord? Donc, on a dépenses supérieures aux recettes. Ça va nous donner un déficit public. Donc, le déficit public se produit lorsque les dépenses des administrations publiques, comme on l'a déjà dit, l'État central, les collectivités territoriales et le système de protection sociale sont supérieurs à ces recettes. Donc, il se compose du solde du budget de l'État central. Donc, on a déficit budgétaire ou excédent, d'accord? On fait la soustraction entre dépenses et recettes. Et le solde ou bien le résultat, il peut être déficit ou bien excédent. Donc, de celui des collectivités territoriales ou locales et de celui des organismes de protection sociale. D'accord? Donc, en réalité, en cas de crise économique et notamment l'insuffisance de la demande, les économistes keynésiens, donc keynésiens selon l'économiste John Maynard Keynes, donc ils conseillent d'augmenter la demande publique en utilisant l'épargne, donc trop abondante qui ne peut s'investir de manière efficace dans l'activité économique réelle et financer la croissance économique. Donc pour cela, l'État dépense en s'endettant et en captant cette épargne et relance l'activité économique. C'est donc ce qu'ont fait la plupart des pays et peut-être tout au moment de la crise financière. D'accord? Donc on se rappelle de la crise financière des années 1929, à l'époque de John Maynard Keynes. Alors, à cette époque-là, les banques ne pouvant financer des dépenses supplémentaires de la part des ménages et des entreprises. Donc, cependant, cette politique est elle-même l'objet de critiques, notamment de la part des économistes néoclassiques. D'accord? Donc, vous avez vu l'histoire de la pensée économique. Donc, on a les néoclassiques qui disent que les déficits publics en accroissant la demande de manière artificielle se traduisent par une accélération de l'inflation qui réduit le pouvoir d'achat. D'accord? Donc, lorsqu'il y a une inflation économique, le pouvoir d'achat va se réduire. D'accord? Parce que les prix sont élevés. Donc, la valeur des créances, etc. De plus, on peut craindre que ce type de financement des dépenses nécessite dans l'avenir des hausses d'impôts importantes. D'accord? Dans le cas où il y a de l'inflation économique, les impôts vont augmenter. D'accord? Parce qu'il y a en effet des intérêts à payer. Cette crainte peut se traduire par l'augmentation de l'épargne, ce qui n'est pas favorable à la demande. Alors là, on doit étudier le comportement du consommateur. Donc, le consommateur va augmenter son épargne. Pourquoi? Pour préserver de l'argent pour plus tard. Parce qu'il sait que les impôts vont augmenter. D'accord? C'est pour ça qu'il va garder de l'argent à côté.
Concernant la crise économique récente, l'accroissement des déficits a pu donc être considéré comme insuffisamment importante, notamment dans le temps. Donc, la décision de réduire les déficits publics ayant été prise trop tôt, d'où la faible croissance depuis, comment dirais-je, depuis une dizaine d'années. D'accord? Donc, il s'agit d'une analyse qui se base sur la théorie keynésienne, selon l'économiste John Maynard Keynes. Donc, à l'inverse, d'autres pensent que la nécessité de réduire ces déficits qui sont devenus trop importants s'explique par la difficulté à faire accepter hausse d'impôts ou baisse des dépenses publiques. Alors là, on parle de la politique économique, d'accord? Selon les notions de quoi? De la finance publique. Donc, dans la finance publique, soit on augmente les impôts et on diminue les dépenses publiques, soit on fait l'inverse. D'accord? Notamment lors des phases de croissance. Ainsi, avant la crise financière et économique, les pays connaissaient un important déficit public qu'il a fallu creuser encore plus pour relancer l'activité économique. Donc le déficit primaire est important dans le calcul de la soutenabilité de la dette publique. Alors là, on parle de la dette, les emprunts. Donc, si un gouvernement enregistre des déficits primaires année après année, donc là, on a des accumulations. Il faut faire attention. Donc, il devra emprunter pour faire face à ses dépenses. En revanche, si un gouvernement obtient un excédent primaire, donc là, on a les collectes supérieures aux dépenses, il générera des ressources avec lesquelles il pourra payer les intérêts de la dette. Donc, je vais vous donner un exemple sur l'utilisation du déficit primaire. Par exemple, supposons qu'un gouvernement perçoit 100 dollars d'impôts et dépense 120 dollars pour payer les fonctionnaires et leurs politiques. Donc le déficit primaire sera de combien? Sera de 20 dollars parce qu'on a fait la soustraction entre 120 dollars et 100 dollars. Alors, le déficit de 20 dollars doit être financé par l'émission de monnaie ou de dette. Donc là, l'État a deux choix. Soit elle fait l'émission ou bien elle procède à l'émission de la monnaie ou bien le deuxième choix, elle doit faire des emprunts. D'accord? Elle sera endettée. Donc, si un État enregistre continuellement des déficits primaires et les finance en émettant de la dette, son ratio dette sur PIB aura tendance à augmenter. Sur le long terme, c'est insoutenable. D'accord? Donc, en revanche, si le gouvernement perçoit 100 dollars, mais ne dépense que 90 dollars, donc alors là, on n'a pas un déficit, mais on a quoi? On a un excédent. D'accord? Ce qu'on appelle l'excédent primaire. Il est de 10 dollars. Peut servir à payer des intérêts, tendant ainsi à réduire son ratio dette sur PIB. Donc, de cette façon, la dette publique devient plus soutenable. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait le financement de la dette publique.
On va voir maintenant le déficit structurel. Donc, un déficit structurel correspond à un solde négatif des finances publiques, sans tenir compte de l'impact de la conjoncture sur la situation des finances publiques. Donc, si le solde est positif, il s'agit d'un excédent structurel. Donc, pour aborder le déficit structurel, il faut tout d'abord savoir que le niveau du déficit public dépend fortement de l'activité économique et donc de la situation conjoncturelle. Alors, dans une phase de récession ou de ralentissement de l'activité, les recettes publiques sont faibles et le déficit augmente mécaniquement si aucune mesure nouvelle n'est prise. Donc il diminue tout aussi mécaniquement lorsque la croissance reprend. Il est donc très important de corriger le déficit effectif, c'est-à-dire constater pour estimer le déficit structurel, à savoir celui qui aurait été constaté si le PIB était à son niveau normal ou en termes techniques potentiels. Donc, à titre d'exemple, dans l'Union européenne, le suivi du solde structurel constitue depuis longtemps un volet majeur de pacte de stabilité et de croissance qui précise les modalités d'application du traité du Maastricht relative au déficit effectif. Donc son rôle a été renforcé par le traité de l'année 2012 sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Donc cette méthode d'estimation du solde structurel est calculée en suivant les étapes suivantes. Donc il faut d'abord estimer le PIB. D'accord? On calcule le produit intérieur brut potentiel en appliquant les méthodes exposées dans la fiche particulière relative au PIB potentiel et à sa croissance. La croissance potentielle. Après, la différence entre le PIB collectif et le PIB potentiel, appelé écart de production, a mécaniquement pour conséquence un surplus de recettes. Si cet écart est positif ou une perte de recettes, ou bien si il est négatif. Donc ce surplus ou cette perte peuvent être estimés en supposant qu'un écart de production de 1 chiffre pour cent ou bien un pourcentage qui va accroître le produit des prélèvements obligatoires d'environ un autre pourcentage. Ce qui correspond à une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB quasi égale à 1. Donc la hausse ou la baisse de prestations sociales, allocations de chômage pour l'essentiel, qui résulte d'un écart de production négatif ou positif est également estimée. Donc la composante conjoncturelle du solde public, appelée aussi solde conjonctuel, est la somme de ce surplus de recettes et de cette baisse des prestations pour un écart de production positif, ça veut dire perte de recettes et hausse des prestations pour un écart négatif dans le cas des pays européens compte tenu du poids des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques sensibles à la conjoncture. La composante conjoncturelle du solde public est égale à un peu plus de la moitié, environ 55% de l'écart de production. Donc le solde corrigé des variations cycliques de la conjoncture et la différence entre le solde effectif et le solde conjoncturel. Donc le solde structurel est enfin égal
au solde corrigé des variations cycliques de la conjoncture après prise en compte des mesures ponctuelles et temporaires, comme l'impact d'un contentieux fiscal ou bien fiscal exceptionnel. Alors, quelle est la relation entre déficit structurel et finances publiques? Lorsque la croissance est faible, la croissance économique, lorsqu'elle est faible ou négative, certaines dépenses publiques augmentent plus vite. Par exemple, les dépenses liées au chômage. Alors là, nous avons la sécurité sociale, d'accord? Et les recettes diminuent davantage du fait de la progressivité de certains impôts. Impôts sur le revenu ou de la sensibilité de certains revenus au niveau de la croissance. Impôts sur les sociétés. L'élimination de ces effets conjoncturels conduit à évaluer la situation structurelle des finances publiques. Donc, s'il y a déficit structurel, cela veut dire qu'il existe une tendance durable à ce que les recettes soient inférieures aux dépenses publiques. On passe maintenant à la dette publique. Donc, la dette publique correspond à l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt par l'État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement. Alors, la dette publique, c'est la dette de l'État. Elle représente la totalité des engagements d'un État, donc y compris les administrations centrales, locales, et on a aussi de la sécurité sociale. D'accord? Par exemple, l'assurance maladie, par exemple la retraite, le chômage, etc. Donc, ce sont des organisations de la sécurité sociale, ou bien ce qu'on appelle la protection sociale. Donc, la dette publique a une date bien déterminée parce qu'elle est le résultat des flux de ressources empruntées et remboursées par un État jusqu'à cette date. D'accord? Donc, en effet, les recettes de l'État ne suffisent presque jamais à financer toutes ces dépenses. Donc l'État, dans ce cas-là, elle présente souvent en fin d'année un solde budgétaire négatif, ce qu'on appelle le déficit public. Donc, pour faire face à ce déficit, l'État emprunte sur les marchés financiers. Donc, comme je vous les ai cités, on a les actions, les obligations et les bons du trésor. D'accord? Ce sont les produits financiers. À la différence d'un ménage, un État n'emprunte généralement pas auprès d'une banque, mais émet des titres. D'accord? Les titres, ou bien ce qu'on appelle les bons de trésor. Essentiellement des obligations. Donc les obligations, ça concerne quoi? Ça concerne les entreprises publiques, d'accord? Ou bien étatiques. Ou sur les marchés. Donc, l'État s'engage à rembourser ses obligations en payant des intérêts à une date future. D'accord? Mais malheureusement, depuis environ 2 ans, beaucoup d'États ne parviennent plus à se financer sur les marchés financiers à des taux
raisonnable. Or, si les taux d'intérêt auxquels un État emprunte montent trop, celui-ci devient incapable de rembourser sa dette et la charge des intérêts pesant trop lourd sur son économie. Donc là, c'est ce qu'on appelle la crise de la dette. D'accord? Mais il faut faire attention. Il ne faut surtout pas confondre entre dette publique et dette extérieure. Parce que la seconde représentant l'ensemble des emprunts des agents économiques à l'égard des prêteurs étrangers. D'accord? C'est le cas par exemple des organisations mondiales comme l'FMI, le Fonds monétaire international. Donc c'est ça la dette publique. Alors, le budget de l'État. Donc le budget de l'État est un document établi par le gouvernement et voté par le Parlement qui prévoit et définit les dépenses et les recettes de l'État, a le droit d'engager et de percevoir pour l'année à venir. Maintenant, on doit aborder les comptes de la sécurité sociale. Donc, c'est quoi la sécurité sociale? Elle désigne tous les mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux tels que la vieillesse, les maladies, l'invalidité, la maternité, les charges de famille, etc. Donc ces ressources sont principalement constituées d'impôts et de cotisations sociales. Sans oublier quoi? L'intervention de l'État, d'accord? Ou bien les ressources de l'État. Donc, on dit sécurité sociale et on dit aussi le système de protection sociale. Donc, il fait partie du système de protection sociale. C'est quoi ce système-là? Donc, le système de protection sociale d'un pays ne peut être que le reflet de son niveau de développement social et économique. Il reflète également le niveau de la concertation entre les différents acteurs de la sphère économique, sociale et politique. Donc, l'évolution historique à travers le monde des systèmes de protection sociale et plus particulièrement des systèmes de sécurité sociale reste intimement liée à l'histoire des différents mouvements sociaux qui ont marqué l'humanité. Donc, comprendre aujourd'hui la sécurité sociale, son importance dans la protection des travailleurs et de leurs familles, son impact sur la répartition du revenu national. Donc, le premier rôle de la sécurité sociale, c'est la répartition du revenu ou bien de la richesse. D'accord? Donc, et sur le fonctionnement de l'économie, commande de l'appréhender à travers l'histoire de son évolution. Donc, la sécurité sociale est un service public de l'État qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs salariés et des professions libérales, des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés, des salariés agricoles, que ces personnes travaillent sur le territoire d'un pays ou comme salariés détachés à l'étranger pour certains pays.
Donc, la sécurité sociale fournit les prestations prévues par le Code de la sécurité sociale. Donc, c'est ça la sécurité sociale. Donc, on peut dire aussi que la sécurité sociale peut se définir comme tout programme de protection sociale créé par la législation ou quelque autre disposition obligatoire visant à fournir aux citoyens un certain degré de sécurité. Lorsqu'ils sont confrontés aux risques, par exemple vieillesse, survivants, incapacité, invalidité, chômage ou enfants à charge. Donc ces programmes ou dispositions peuvent également inclure l'accès à des soins médicaux curatifs ou bien préventifs. Donc selon la définition de l'Association internationale de la sécurité sociale, la sécurité sociale peut inclure des programmes d'assurance sociale, des programmes d'assistance sociale, des programmes universels, des mutuelles, des fonds de prévoyance nationaux et d'autres dispositions, y compris des systèmes orientés vers le marché, qui, conformément avec la législation ou la pratique nationale, constituent une partie du système de sécurité sociale d'un pays. Donc, la sécurité sociale, c'est un droit universel. Alors, les premiers programmes de sécurité sociale basés sur l'assurance obligatoire ont été établis en Europe. Ce n'est toutefois qu'au cours du siècle passé que des programmes nationaux de sécurité sociale se sont développés à travers le monde. En particulier, à la suite de la décolonisation et de la création de nouveaux États indépendants après la Seconde Guerre mondiale, le développement de la sécurité sociale a également été soutenu par diverses conventions et instruments internationaux. Et la reconnaissance de la sécurité sociale en tant que droit de l'homme fondamental a été consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Dans un petit nombre de pays, par exemple l'Allemagne et le Brésil, la sécurité sociale est un droit garanti par la Constitution. Aujourd'hui, la plupart des pays disposent d'un système ou un autre de sécurité sociale. Les types de programmes les plus courants à l'échelon mondial sont les pensions de vieillesse, l'invalidité et de survivants, suivis par les programmes de prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, de maladies et de maternité, l'allocation familiale et le chômage. Donc, mais il faut savoir que l'accès reste toujours limité parce que selon les estimations disponibles, environ 50% de la population mondiale a accès à une forme ou une autre de sécurité sociale, tandis que 20% seulement bénéficient d'une couverture suffisante par la sécurité sociale. Donc la nécessité d'élargir cette couverture est donc un défi crucial pour les organisations de sécurité sociale de toutes les régions. Or cela ne peut se faire qu'en traitant dans le même temps un certain nombre de questions politiques de plus grande portée, notamment le vieillissement des populations, l'évolution des structures familiales, les impacts de la mondialisation économique, la croissance du marché du travail informel et les développements épidémiologiques et environnementaux.
on a les comptes des collectivités locales. Donc, c'est quoi une collectivité locale? Elle est composée des communes, départements et régions. Elles ont donc des compétences propres: voirie, transport, action sociale, culture et développement économique, etc. Et exercent un pouvoir de décision. Maintenant, on va passer aux défaillances du marché. Donc, une défaillance du marché désigne une situation où le marché n'est pas efficace, puisqu'il n'aboutit pas à la meilleure situation pour la collectivité. Donc, la présence d'effets externes, l'existence de biens communs et de biens collectifs, les asymétries d'information sont ainsi des situations dans lesquelles le marché est défaillant. Dans ces cas, les pouvoirs publics peuvent être amenés à intervenir afin de corriger et de pallier ces défaillances. La politique économique regroupe l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics en vue d'atteindre les objectifs économiques désignés, en mobilisant divers instruments réglementaires, monétaires ou budgétaires. Elle va ainsi corriger les défaillances du marché, telles que les externalités, les biens communs et publics, les asymétries d'information que ne parvient pas à prendre en compte le marché. On commence par l'existence de biens communs et collectifs. Donc les biens communs sont des biens dont la consommation des uns réduit celle des autres. Ça veut dire à caractère rival. Et sans que l'on puisse les en exclure. On ne peut pêcher deux fois le même poisson, mais on ne peut empêcher l'accès à l'océan. Donc, l'enjeu essentiel de cette ressource commune concerne son exploitation. Concernant les biens collectifs ou publics, ils sont, quant à eux, caractérisés par l'absence de rivalité et la non-excluabilité, comme le cas de l'éclairage public ou de la défense nationale. Le marché ne peut pas prendre en charge ces biens puisqu'il est impossible de faire payer celui qui profite de l'utilisation du bien. Les agents se comportent alors rationnellement en passagers clandestins qui bénéficient du bien sans en supporter le coût. Maintenant, on va voir comment l'État doit agir sur la présence d'externalités. Alors, on parle d'externalité lorsque le comportement d'un agent économique affecte positivement, ça veut dire externalité positive, ou négativement, ça veut dire externalité négative, le bien-être d'au moins un autre agent économique sans que celui-ci ne reçoive une compensation. Donc, on se rappelle de quoi? De la loi de Pareto. Donc ça, c'est la définition de la loi de Pareto. Je vais vous donner des exemples. La pollution, par exemple, le tabagisme passif, l'obésité sont à l'origine d'externalités négatives. À l'inverse, l'éducation, la vaccination sont à l'origine des externalités positives.
Donc les externalités sont des défaillances du marché. Car si on laisse les individus libres de leur comportement dans ces situations particulières, ils vont soit produire trop d'externalités négatives, soit engendrer trop peu d'externalités positives. Donc la poursuite des intérêts personnels des acteurs ne conduit ni à l'équilibre de marché, ni à la maximisation du bien-être collectif. Et concernant l'asymétrie d'information, comment l'État doit agir? Les marchés sont défaillants quand une des deux parties est mieux informée que l'autre lorsqu'une transaction d'information est dite asymétrique. Dans une telle situation, des phénomènes de sélection adverse peuvent survenir. Dans le cas de la sélection adverse, ce sont les caractéristiques du produit échangé qui ne sont pas connues de façon symétrique. Donc l'asymétrie d'information conduit les agents économiques à sélectionner de mauvais produits par les bons produits ne sont plus échangés sur le marché. Donc je vais vous donner un exemple. Sur le marché des voitures d'occasion, en l'absence de contrôle technique, le vendeur détient davantage d'informations sur la qualité de la voiture que l'acheteur. Donc l'acheteur ne sait pas évaluer si la voiture d'occasion est de bonne qualité ou s'il s'agit d'un produit de mauvaise qualité. Redoutant d'acheter un véhicule de mauvaise qualité, les acheteurs ne sont pas prêts à payer le prix du marché. Donc ils n'achètent qu'à un prix qui permet de compenser le risque de tomber sur une voiture pourrie. À ce prix, les vendeurs de voitures de bonne qualité se retirent du marché. La qualité moyenne des voitures diminue donc et les acheteurs exigent de nouvelles baisses de prix. Donc c'est un cercle vicieux qui se produit. Maintenant, on va voir comment l'État doit intervenir dans l'activité économique. Donc, à travers deux étapes. Premièrement, la régulation du marché et deuxièmement, la production de biens et de services. Donc, la régulation de marché, elle se compose de trois éléments. Premièrement, la régulation de la concurrence. Deuxièmement, la régulation du marché du travail. Et troisièmement, la protection des consommateurs. Maintenant, on va aborder la régulation du marché. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'économie, l'État élabore de nombreuses règles qui ont pour objectif de préserver une certaine équité dans les échanges. Il est en effet indispensable que les agents économiques se sentent en confiance pour échanger. Or, les agents ne sont pas toujours dans un rapport équilibré. Partant de ce constat, il est souvent nécessaire de mettre en place une réglementation pour rééquilibrer les rapports de l'échange en fixant des règles du jeu observables partout. Donc ces règles sont par ailleurs complétées par des actions gouvernementales spécifiques afin de contrôler de façon plus précise la situation économique du moment. On parle alors de régulation. C'est une action qui consiste à utiliser à la fois des règles, ça veut dire la réglementation, et des actions gouvernementales complémentaires
Ça veut dire la mise en place de mesures ponctuelles ou d'organismes spécifiques pour encadrer et orienter l'économie. Alors, nous avons la régulation de la concurrence. Pour satisfaire les besoins des consommateurs, les entreprises proposent des biens et des services à des prix différents que le consommateur va comparer au moment de son achat. Ces entreprises sont donc en concurrence. Pour proposer la meilleure offre, elles utilisent de nombreux moyens comme la publicité, la promotion des ventes et ou l'innovation. Cependant, il arrive que, dans cette compétition, des entreprises utilisent des méthodes illégales pour parvenir à leur fin. Par exemple, des pressions sur leurs fournisseurs pour obtenir une exclusivité ou une entente illégale sur les prix avec certains concurrents. Alors là, l'État doit intervenir pour garantir aux consommateurs et aux entreprises que tous les agents économiques respectent le bon fonctionnement de la concurrence en interdisant et en réprimant certaines pratiques anticoncurrentielles. Il peut le faire par la mise en place d'une réglementation spécifique, mais aussi par la création d'organismes spécifiques comme l'autorité de la concurrence, qui est une autorité administrative indépendante chargée de surveiller les comportements anticoncurrentiels. Donc, on a la régulation du marché du travail. Le deuxième domaine d'intervention de l'État est celui du travail. Il s'agit ici de réglementer et d'encadrer les relations entre les employeurs et leurs salariés afin de garantir à chacun le respect de ses droits et de ses engagements. Par exemple, la durée légale du travail, le salaire minimum, le respect de la vie privée, le pouvoir de direction de l'employeur, etc. De plus, l'État peut influencer l'activité économique et l'emploi en instaurant des règles particulières visant à favoriser la consommation ou l'emploi de certaines catégories d'individus. Donc c'est le cas du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Instauré au départ pour soutenir la croissance ou des exonérations de charges sociales pour l'embauche de personnes handicapées. Quant à la protection des consommateurs, l'État intervient aussi très régulièrement en matière de consommation. C'est en effet un domaine dans lequel le consommateur, en tant que non-professionnel, peut facilement être abusé par les entreprises. La réglementation permet de rétablir partiellement ce déséquilibre en protégeant le consommateur contre les pratiques douteuses de certaines entreprises. C'est le cas par exemple pour la publicité mensongère ou la vente forcée. Donc l'État peut aussi mettre en place des garanties pour le consommateur afin de responsabiliser l'entreprise sur sa production. Il peut exiger l'obtention de normes de sécurité ou de traçabilité dans des domaines sensibles, par exemple celui de la santé, par exemple,
ou pour résoudre une asymétrie d'information, rendre obligatoire un contrôle technique pour un véhicule à l'occasion ou bien un diagnostic énergétique pour un bien immobilier, etc. Donc c'est comme ça que l'État procède à la protection des consommateurs. Deuxième étape de l'intervention de l'État est la production de biens et de services. Alors, l'État va produire des biens et services non marchands. Ces services ont pour particularité de satisfaire des besoins collectifs ou individuels, mais dont l'intérêt est général. De plus, ils peuvent être obtenus sans contrepartie monétaire. On les qualifie donc de services gratuits ou bien quasi gratuits, car la participation financière demandée est très inférieure au coût de production du service. Ils ont en réalité financé par ou bien de façon indirecte par les impôts et les taxes. Le système éducatif public permet ainsi aux individus d'accéder à une formation gratuitement ou en échange du paiement d'un droit d'inscription très inférieur aux frais de fonctionnement des établissements scolaires. Donc, plusieurs administrations peuvent intervenir dans la production de ces services publics non marchands. On a les administrations publiques centrales, comme le ministère par exemple, les administrations publiques locales, par exemple les collectivités locales, et les administrations de sécurité sociale. Donc l'État va ainsi prendre en charge les biens communs et collectifs, mais peut étendre son champ d'action à la santé, l'éducation, la préservation de l'environnement par la création de parcs naturels, etc. Il va aussi agir sur les barrières structurelles des marchés. Donc l'État peut aussi participer à la production de biens et de services marchands en étant actionnaire du capital de certaines entreprises. Lorsque l'État est actionnaire majoritaire, l'entreprise est qualifiée, donc entreprise publique par exemple, la poste, etc.